Genève, le 2 juillet 2026, autour d'une même table, le patron de Nvidia côtoie ceux d'Amazon et de Microsoft avec un cofondateur d'Anthropic. Co-président face à eux, le président du Rwanda accusé d'assassinat de dissidents en exil. Personne ici n'a été élu par ceux dont on décide l'avenir numérique. Épisode Commission ONU sur l'IA, légitime ou vitrine. Chapitre 1, la photo de Genève. Une salle, 44 noms et 3 absents qui en disent plus long que les présents. Retenez cette scène. Une commission qui porte le nom AI for Good Global Commission vient d'être lancée conjointement par l'Union internationale des télécommunications et les Nations Unies. Selon l'annonce officielle de l'UIT publiée le 2 juillet 2026, elle est coprésidée par Marc Benioff, patron de Salesforce, et par Paul Kagame, président du Rwanda. 44 membres fondateurs siègent autour de cette table. Et Axios précise un détail qui change tout. Ce ne sont pas des invités d'honneur qu'on écoute poliment, ce sont des membres statutaires, avec voix délibérative. Jensen Huang y représente Nvidia, Andy Jassy porte la voix d'Amazon, Microsoft a délégué son président Brad Smith, pendant qu'Anthropic et Cohere ont chacun envoyé leurs propres dirigeants, respectivement Jack Clark et Aidan Gomez. Une commission de l'ONU où les entreprises qui vendent l'intelligence artificielle siègent au même rang que les États qui sont censés la réguler. Imaginez le format de la réunion. Pas une audition, pas un panel consultatif où l'on écoute poliment des industriels avant de passer à autre chose, mais une chaise permanente, un droit de regard sur les textes et selon la documentation de lancement citée par le portail d'actualité taïwanais qui a couvert le lancement, la possibilité de publier des recommandations qui portent le sceau des Nations Unies. Et puis il y a l'absence, celle qui se voit depuis l'espace. D'après Axios et le média Eastern Herald, ni Google DeepMind, ni Meta, ni OpenAI ne figurent sur la liste des 44. 3 des laboratoires qui pèsent le plus lourd dans la course, écartés ou restés à l'écart. On ne sait pas encore lequel des deux. Ce silence-là mérite qu'on s'y arrête autant que les noms présents. Parce qu'une commission mondiale sur l'intelligence artificielle qui se construit sans ces 3 acteurs les plus centraux ne gouverne pas tout le secteur, elle gouverne la part du secteur qui a bien voulu s'inviter à la table. Reste une hypothèse simple à tester, celle du calcul commercial. Siéger à Genève coûte du temps de dirigeants et une exposition publique aux critiques, mais ça rapporte un type de légitimité qu'aucun budget marketing, aucun partenariat gouvernemental classique ne sait produire au même prix. Pour Nvidia ou pour Amazon, façonner de l'intérieur le vocabulaire même de la régulation à venir vaut largement le coup d'apparaître aux côtés d'un chef d'État controversé et le calcul inverse tient tout autant pour les 3 absents. Rester dehors évite d'endosser une caution collective sur un dispositif dont l'issue reste incertaine. Il y a aussi une lecture plus prosaïque de cette absence. Aucun des 3 grands noms manquants n'a confirmé publiquement avoir décliné une invitation, ce qui laisse ouverte une autre hypothèse, celle de négociations encore en cours sur les termes de leur éventuelle participation. Une entrée différée pourrait tout autant signaler un désaccord de fond qu'un simple calendrier de communication interne, et c'est précisément cette ambiguïté qui rend la photo de Genève si difficile à lire d'un seul coup d'œil. Pensez à ce que ferait un seul de ces 3 noms en rejoignant demain la table. Le poids de la commission changerait immédiatement d'échelle, parce que ce ne sont pas seulement des entreprises qui manquent, ce sont les modèles qui équipent aujourd'hui le plus grand nombre d'usagers dans le monde. Des moteurs de recherche jusqu'aux assistants installés par défaut sur des milliards de téléphones. Leur silence pèse déjà sur la crédibilité du texte final, avant même qu'il soit écrit. Alors la question se pose tout de suite, avant même d'entrer dans le contenu des débats, qui a décidé que cette table-là, avec ces chaises-là, représentait légitimement le monde entier. Chapitre 2, le mandat de 1919. Un siècle plus tôt, une autre organisation avait déjà résolu, à sa manière, la question de qui décide pour qui. Il faut remonter 107 ans en arrière pour comprendre le malaise que cette photo de Genève réveille. En 1919, la toute jeune Société des Nations invente le système des mandats, formalisé dans l'article 22 de son pacte. Le texte est explicite, il parle de peuples pas encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Traduction concrète, des puissances coloniales se voient confier la tutelle de territoires entiers, au nom du bien de ceux qu'elles administrent, sans leur avoir demandé leur avis. Le Royaume-Uni hérite ainsi de la Palestine et de l'Irak, la France de la Syrie et du Liban, chaque mandat justifié par le même argument, celui d'un peuple encore trop jeune pour se gérer lui-même. La chercheuse Paya Larora de l'université d'Utrecht dénonce depuis plusieurs années dans la revue IEEE Spectrum le paternalisme du mouvement AI for Good, plus d'un siècle après ce texte fondateur de la Société des Nations. Son constat tient en une phrase: ce mouvement traite le Sud global comme un ensemble de bénéficiaires passifs, jamais comme des acteurs capables de définir eux-mêmes leurs priorités technologiques. Elle pointe des sommets précis, une salle à Genève ou à Kigali, des ingénieurs venus de la Silicon Valley qui présentent des solutions toutes faites et au fond
fond de la salle, à peine quelques représentants africains ou sud-asiatiques, invités à applaudir plus qu'à co-construire. Son travail documente un décalage de vocabulaire révélateur, celui où l'on parle sans cesse de combler le fossé numérique pour des pays qui ont pourtant inventé le paiement par téléphone mobile avant beaucoup de marchés occidentaux. Le parallèle n'est pas une provocation gratuite, il est structurel. Dans les deux cas, une instance internationale décide qui est prêt à participer pleinement et qui a encore besoin d'être guidé, et ceux qui posent ce diagnostic sont aussi ceux qui en tirent le bénéfice, l'accès au territoire hier, l'accès au marché et aux données aujourd'hui. La différence tient dans l'aveu. Le mandat de 1919 s'assumait comme une tutelle, écrite noir sur blanc dans un traité, débattue et votée comme telle, quand la commission de 2026 se présente sous un nom qui désamorce par avance toute critique, puisque qui s'opposerait publiquement à vouloir du bien? Cette différence de vocabulaire n'efface pas la question de fond, elle la déplace seulement. Un mandat colonial imposait une administration extérieure sur un territoire précis, avec des frontières et une date de fin théorique, quand une commission d'orientation sur l'intelligence artificielle façonne des normes qui s'appliqueront partout, sans date de fin ni frontières géographiques et sans qu'aucune procédure de sortie n'ait été écrite où que ce soit. Il y a un dernier détail troublant dans ce miroir historique, celui de l'argument retourné. La tutelle de 1919 se justifiait par un manque supposé de capacité chez les peuples colonisés, un déficit qu'on prêtait aux gouvernés. Ce même raisonnement s'applique aujourd'hui à front renversé. Ce n'est plus le Sud qu'on juge trop lent, ce sont les instances démocratiques classiques jugées trop lentes pour suivre une technologie qui, elle, n'attend personne. Une constante traverse ce miroir vieux de 107 ans. La faiblesse supposée d'un camp sert toujours, en creux, à justifier que l'autre décide à sa place. Est-ce qu'on a changé de logique ou seulement changé de vocabulaire? Chapitre 3. Le partenaire qui interroge. Co-présider aux côtés du patron de Salesforce ne s'improvise pas, et le choix de cet homme-là raconte peut-être plus que son discours. Paul Kagame dirige le Rwanda depuis plus de 2 décennies et sur le papier diplomatique, son pays incarne une réussite. Croissance économique, numérisation rapide de l'administration, image de stabilité régionale que beaucoup de sommets internationaux aiment citer en exemple. Mais il y a un autre dossier, documenté celui-là avec précision. Human Rights Watch a publié en octobre 2023 un rapport intitulé « Join Us or Die » consacré à ce que l'organisation appelle la répression transnationale rwandaise. Le rapport décrit une surveillance systématique des opposants en exil et documente des cas d'assassinat visant des dissidents hors du territoire rwandais, certains abattus en pleine rue en Afrique du Sud ou au Mozambique, des années après avoir quitté Kigali. Freedom House arrive à des constats voisins sur le manque de liberté civile à l'intérieur du pays, où la presse indépendante et l'opposition politique restent, selon l'organisation, sous contrainte permanente. Un autre fait, documenté par le consortium de journalistes du projet Pegasus et par Amnesty International, l'usage du logiciel espion Pegasus contre des opposants rwandais en exil, y compris des personnes installées en Europe occidentale, loin de toute juridiction rwandaise. Voilà l'homme qui co-préside, à égalité avec le patron de Salesforce, l'organe censé incarner l'inclusion du Sud global dans la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Ce choix ne dit rien de la légitimité du Rwanda à représenter l'Afrique. La question serait presque insultante pour le reste du continent, tant le continent compte de voix, de trajectoires et de gouvernements qui n'ont rien à voir avec celui-là. Il dit quelque chose de plus précis sur ce que légitimité signifie dans ce dispositif précis. Un chef d'État reçoit une tribune internationale de premier rang, une reconnaissance qui blanchit d'un coup des années de rapports critiques, photographiés aux côtés des plus grands noms de la Silicon Valley. Ce genre de reconnaissance a une valeur mesurable, elle facilite des visites d'État, des accords bilatéraux, et une couverture de presse internationale bien plus indulgente que celle réservée d'ordinaire à un pays pointé du doigt par Human Rights Watch. En échange, la Commission obtient un visage du Sud global, disponible, stable, prêt à signer sans les lenteurs qu'imposerait une coalition de gouvernements plus divisés. Ce n'est pas de la représentation, c'est un échange, et un échange, contrairement à une élection, ne rend de compte à personne d'autre qu'aux deux parties qui l'ont négocié. Comparé avec ce qu'aurait donné le choix d'un autre partenaire, un pays africain à la gouvernance plus contestée dans les urnes, mais moins commode diplomatiquement, ou au contraire une organisation régionale sans visage unique à mettre sur une photo. Le choix de Kagame n'est pas un hasard de calendrier, c'est la solution la plus simple à un problème de casting. Il faut aussi mesurer ce que cette coprésidence rapporte concrètement au Rwanda, au-delà de l'image. Un accès direct et permanent aux dirigeants qui contrôlent les infrastructures d'intelligence artificielle du monde entier, des discussions bilatérales facilitées sur des investissements de centres de données ou de formation, un statut de partenaire technologique de référence que peu de pays de la région peuvent revendiquer aujourd'hui. Ce sont des gains tangibles, pas seulement symboliques, et ils expliquent pourquoi Kigali a très probablement recherché cette place plus que Genève ne l'a offerte par charité. Chapitre 4. La structure qui esquive le vote.
2 réunions, une seule ville et 2 vitesses qui ne servent pas forcément la même cause. Il existe une autre réunion, la même semaine, dans la même ville. Le UN Global Dialogue on AI Governance se tient les 6 et 7 juillet 2026, rassemblant 193 États membres, selon le calendrier publié par l'UIT. C'est la voie diplomatique classique, lente, procédurale, où chaque État pèse une voix, où le consensus se négocie ligne par ligne, parfois pendant des mois avant qu'un communiqué final voie le jour. Ce format a un mérite qu'on oublie facilement, il donne le même poids formel à un petit État insulaire du Pacifique qu'à une grande puissance industrielle, même si dans les faits, l'influence réelle reste évidemment très inégale. La commission Benioff-Kagame, elle, se réunit du 7 au 10 juillet, juste après, avec une toute autre philosophie. D'après le portail d'actualité taïwanais qui a publié la documentation de lancement, elle est conçue comme une équipe plus petite et plus rapide de dirigeants d'entreprise, capables de publier des recommandations et de négocier des engagements volontaires, sans le poids procédural du consensus diplomatique. Voyez le contraste. D'un côté, 193 voix qui doivent s'accorder avant de produire la moindre ligne, chacune capable de bloquer le texte final d'un seul mot ajouté ou retiré. De l'autre, 44 signatures qui peuvent publier un texte dès le lendemain matin, dispensé de commissions de rédaction, de traduction dans 6 langues officielles ou du moindre vote formel à emporter. Sur le papier, c'est de l'efficacité. La bureaucratie multilatérale a un problème de vitesse bien réel face à une technologie qui change de version tous les 6 mois, quand un cycle de négociation onusien classique se compte en années. Mais l'efficacité de qui et pour dire quoi ? Prenez le cas d'un petit État sans ambassade permanente à Genève, dépourvu de la moindre délégation technique dédiée à l'intelligence artificielle. Il peut encore, tant bien que mal, faire entendre sa voix dans le cadre lent des 193, alors qu'il n'a tout simplement pas de chaise à la table des 44. Une commission qui n'a pas besoin de convaincre 193 gouvernements peut aussi avancer plus vite parce qu'elle a supprimé le frein que représentait justement le désaccord, celui du pays qui n'a pas les moyens de former ses propres experts en intelligence artificielle ou celui qui craint pour sa souveraineté numérique après avoir déjà été échaudé par une précédente vague d'accords technologiques signés sans contrepartie. Écouter ce désaccord prend du temps, le supprimer en fait gagner, et la question reste de savoir sur le dos de qui exactement. Il y a une ironie précise dans le calendrier. La voie lente et représentative se tient avant, la voie rapide et sélective se tient après, comme si la première servait de caution démocratique à la seconde, sans jamais avoir le dernier mot sur son contenu. Les 2 textes qui sortiront de ces 2 réunions ne s'adresseront probablement pas au même public. Le premier visera un compromis minimal, acceptable par les 193, donc peu contraignant, quand la commission Benioff-Kagame pourra se permettre des positions bien plus tranchées, un luxe qu'elle s'offre en n'ayant eu besoin de convaincre personne d'autre qu'elle-même. Chapitre 5. La grille. Reste à savoir, très concrètement, ce qui distinguera une vraie place à table d'un strapontin bien éclairé. Alors comment un décideur, un citoyen du Sud global ou un journaliste doit-il lire cette commission sans tomber dans la naïveté ni dans le séisme de principe ? Voici une grille utile testée sur 3 terrains concrets. Le pouvoir d'abord, celui de dire non dans cette instance. Tout dépend de la nature juridique du texte que la commission finira par produire. Engager des budgets publics ou fixer des normes contraignantes sans validation par une instance élue transformerait la caution en pouvoir de fait, un pouvoir qui n'aurait jamais été soumis à un vote nulle part, alors que des avis strictement consultatifs, que chaque État resterait libre d'ignorer, ramèneraient le risque d'un cran, la commission n'étant alors qu'un forum d'influence parmi d'autres. Regardez donc, dans les semaines qui suivront la réunion inaugurale, le vocabulaire choisi pour qualifier ces productions. Recommandations, principes directeurs ou au contraire, normes, standards attendus. Ce choix de mots, souvent traité comme un détail rédactionnel, dira l'essentiel sur la nature réelle du pouvoir exercé. Vient ensuite la question qui compte peut-être le plus, celle de savoir qui a été consulté avant que la liste des 44 soit arrêtée. Une inclusion réelle du Sud global se reconnaît à un détail simple. Elle vient avec des noms de chercheurs, d'ingénieurs, de régulateurs locaux qu'aucun média occidental n'a encore interviewés.
pas seulement avec la signature d'un chef d'État qui parle depuis Kigali au nom de tout un continent. Regardez qui prend la parole dans les comptes rendus de la réunion inaugurale, si ce sont toujours les mêmes 44 noms ou si d'autres voix, moins visibles, finissent par apparaître dans les groupes de travail. Un signal simple à observer, la composition des équipes techniques qui rédigeront les textes une fois les caméras parties, bien après la photo de Genève. Reste enfin un test à venir, celui du jour où Google DeepMind, Meta ou OpenAI rejoindraient la commission dans les 6 prochains mois. Leur entrée validerait la structure comme le forum de référence, quand leur absence prolongée raconterait plutôt un désaccord de fond sur la nature même de l'exercice. Un dernier repère, souvent négligé, celui de l'argent. Une inclusion réelle se traduit tôt ou tard par des financements qui atterrissent dans des laboratoires du Sud global, pas seulement dans des billets d'avion vers Genève. Privilégiez les annonces qui citent un montant, un pays bénéficiaire et une durée précise, et méfiez-vous de celles qui se contentent d'un engagement de principe sans échéance. Sans ce transfert-là, la participation reste symbolique, aussi photogénique soit-elle. Cette grille n'a rien d'abstrait, elle se vérifie déjà avec des faits datés, la réunion inaugurale du 7 au 10 juillet 2026, les premiers textes publiés dans la foulée, les premiers noms de financement annoncés ou pas, et c'est là, dans ces détails d'apparence administrative, que se joue le vrai verdict sur cette commission, bien plus que dans la cérémonie d'ouverture. Ce dispositif tient entre deux extrêmes qu'il faut écarter, le simulacre pur et l'avancée pure. Il est d'abord un pari, celui que la vitesse et l'inclusion nominale valent mieux que la lenteur et l'universalité procédurale. Le jugement dépendra d'un seul fait à observer dans les prochains mois, ce que cette commission produit concrètement et qui, au bout de la chaîne, en profite. Vous écoutiez Commission ONU sur l'IA, légitime ou vitrine. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.